Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire de réanimation et d'hématologie avec le professeur Azoulay, le professeur Mézel et le docteur Langlinet, qui vont nous faire trois topos concernant donc la réanimation et l'hématologie. Je remercie au passage Gilead qui nous aide à financer ce webinaire. Et donc nous allons commencer les présentations avec le professeur Azoulay qui va nous parler de la réanimation des patients CAR-T-cell. Je vais lui permettre de partager son écran. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec l'onglet questions avec le point d'interrogation à droite de votre écran. Et on fera une sélection de ces questions à la fin du topo. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Eh bien, bonsoir à tous. Merci aux internes d'hémato et de réanimation d'organiser ce webinaire. Merci à l'AIH d'avoir pris la main. Et j'ai le plaisir de... Il faut que je baisse cette fenêtre-là. Voilà, j'ai le plaisir de parler de la prise en charge des malades qui ont reçu des CAR-T-cell en réanimation. Alors, en deux mots, il faudrait que je réussisse à avancer mes diapos. Voilà. En deux mots, eh bien, il y a eu des résultats fantastiques qui ont été permis par des traitements non chimiothérapeutiques depuis maintenant une quinzaine d'années. Et parmi ces différents types d'immunothérapie, on va parler ce soir d'un des deux grands types de thérapie adaptative de transfert, qui sont les CAR-T-cell et les inhibiteurs du checkpoint, qui nous ont quand même beaucoup inspiré. Donc, je vais quand même en dire un petit mot. Récemment, nous avons publié dans mon équipe justement les différents points importants à garder en tête pour la prise en charge de ces malades. Ça peut être une référence intéressante, sachant qu'elle a déjà quand même quelques semaines et qu'il y a deux bons papiers qui sont déjà sortis, dont je vais parler et qu'il faudrait compléter. Alors, la première chose, c'est que nous arrivons avec les CAR-T-cell après une dizaine d'années d'utilisation des thérapies ciblées en oncologie et que ça nous a permis quand même de faire le point. Voilà l'utilisation essentiellement des inhibiteurs du checkpoint et leur développement avec l'évidence depuis maintenant une bonne quinzaine d'années qu'il y a une charge mutationnelle importante au sein des tumeurs solides et que ça a permis le développement et l'autorisation de mise sur le marché de molécules qui ont grosso modo permis l'augmentation des médianes de survie de 2 ans, c'est-à-dire dans pas mal de pathologies, ont doublé l'espérance de vie des patients et avec aujourd'hui des reculs qui sont importants et parfois des résultats surprenants, voire miraculeux. Ces traitements avaient déjà conduit pas mal de malades en réanimation et au cours d'une revue systématique des cas les plus sévères, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait globalement des tableaux digestifs, respiratoires et neurologiques qui étaient en fait de la maladie allergique, si on peut dire, ou en tout cas, dans bien des cas, une maladie auto-immune qui avait d'ailleurs très corticosensible et qui était responsable globalement de l'hospitalisation en réanimation de 1% des malades traités par inhibiteurs du checkpoint. Ces 1%, c'est peut-être pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins qu'avec les CAR-T-cell, mais le volume de malades en oncologie est tel que nous avons beaucoup vu ces malades avant que des habitudes de prise en charge ne se mettent en place. Aujourd'hui, le miracle des CAR-T-cell est relativement quelque chose d'accepté. On peut discuter certains points, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas discuter. La première chose, pour les internes d'hémato, c'est sûrement déjà inscrit dans votre curriculum. Pour les internes de réanimation, il faut bien comprendre que les avancées au cours des dernières années sur les structures du récepteur au lymphocyte T ont permis finalement d'avoir des cellules qui sont modifiées, donc des cellules autologues, prélevées chez le patient, je vais revenir dessus, et ces cellules modifiées vont exprimer des récepteurs chimères qui sont aptes à reconnaître directement, donc une reconnaissance directe et non pas médiée, un antigène à la surface de la cellule tumorale. Donc, il y a un domaine transmembranaire et puis il y a deux domaines de stimulation du lymphocyte T, la chaîne bêta du TCR, mais aussi
des molécules de costimulation, essentiellement CD28 et 4,1-BB, qui vont être responsables à la fois de la réponse clinique, c'est-à-dire du contrôle tumoral, de la toxicité, puisque en particulier pour CD28, eh bien, il y a vraiment une corrélation entre son utilisation et l'incidence de CRS, mais aussi ces molécules de costimulation vont permettre que le CAR continue à s'expandre in vivo, qui est lui-même, cette expansion in vivo, va être la source de production de cytokines et responsable des effets, de certains effets cliniques qu'on observe. En pratique, eh bien, cette structure est importante à reconnaître, non pas tant pour les premiers CAR qui ont été développés, mais pour comprendre les potentiels d'abord d'atténuation de la réaction cytokinique dans certains construits qui sont en cours de production, mais aussi d'autre part pour comprendre comment et pourquoi certains récepteurs qui ont un autre déterminant antigénique vont s'accompagner, ou d'autres molécules de costimulation vont s'accompagner d'effets secondaires moins fréquents ou parfois un peu différents. En deux mots, les différentes industries qui vont développer les CAR-T-cells et les différents types de construits et de molécules de costimulation vont être associés à une incidence très différente d'effets secondaires toxiques, c'est-à-dire essentiellement le syndrome de relargage des cytokines, la neurotoxicité, ou en tout cas les effets neurologiques immunomédiés, et le sepsis. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, avec le caférèse, il y a un prélèvement des cellules mononucléées avec un tri qui est effectué. Les cellules T vont être reconnues. Il va y avoir donc une transduction par essentiellement un antivirus ou un gamma-rétrovirus qui va permettre l'amplification, et ensuite il va y avoir une amplification jusqu'à une certaine dose, et à partir d'une certaine dose, on va considérer que eh bien, c'est prêt et qu'on va donc le stocker et ensuite l'administrer au patient. Ce qui est important, c'est donc le type de construit, la dose, puisqu'il y a un effet dose, tant sur la réponse que sur la toxicité, mais aussi la possibilité de l'administrer au patient, et les traitements qui vont permettre l'administration des CAR-T-cells, donc la lymphodéplétion, sont aussi un déterminant majeur à la fois de la réponse et de la toxicité. Alors, il y a aujourd'hui, je passe très rapidement là-dessus, à peu près 200 CAR qui sont en développement en Europe, et les essais randomisés ne rapportent essentiellement que de la phase 2 sur des petites études, mais les CAR qui sont en développement sont surtout en développement, on va dire, c'est encore expérimental. Il y a aujourd'hui 2 CAR qui ont une autorisation de mise sur le marché et qui ont été évalués largement donc, par ces essais de phase 2. Retenez globalement Eliana, Juliette et Zuma 1. En deux mots, l'essai Eliana, c'est dans la leucémie aiguë lymphoblastique, avec une réponse qui est très impressionnante sur un plan clinique et sur un plan de la survie sans événement, chez des malades qui quand même, normalement, on attendrait que l'effet de la chimiothérapie chez eux à ce stade de réfractorité soit de l'ordre de 20 à 30%, et on va obtenir 80 à 85% de rémission chez ces patients avec une leucémie aiguë lymphoblastique. Deuxième essai qui est dans le lymphome B diffus à grande cellule et lymphome folliculaire, donc l'effet Juliette, où les résultats sont aussi très importants, moins importants que dans la leucémie aiguë lymphoblastique, mais compter une survie sans événement de l'ordre de 50% aujourd'hui, avec un peu plus de recul à 2 ans et un petit peu de différence selon les études. Et puis le Zuma 1 qui est aussi dans le lymphome B diffus à grande cellule et qui va permettre de montrer que ces résultats seront stables à long terme. Ces études d'efficacité ont permis l'autorisation de mise sur le marché, mais ont aussi énormément renseigné sur les effets secondaires, CRS pour syndrome de relargage des cytokines et ICANS pour neurotoxicité et pour le sepsis, et ils ont quand même permis aussi de standardiser. Alors, à force de standardiser de façon différente, on est arrivé avec des systèmes de grading et des systèmes de prise en charge très hétérogènes qui ont fait que, à la fois, c'était un peu le bazar, mais à la fois, on a appris ce qu'il fallait retenir de cette littérature. En 2 mots, si on veut prendre ce papier qui a été publié il y a maintenant 2 ans, 18 essais chez des malades donc avec des hémopathies malignes B, eh bien, on peut retenir globalement que la réponse, elle est à l'époque, aujourd'hui, elle est plutôt au-dessus de 50%, à l'époque, elle était de 44%
à 1 an, on parle bien de réponse sans progression, que la lymphodéplétion va permettre quand même de réguler, que les domaines de costimulation vont augmenter la survie sans progression, que le taux d'effets secondaires sévères était de l'ordre de 43%, et qu'en particulier l'hypotension artérielle, qui aux États-Unis est considérée comme étant la maladie qui nécessite admission en réanimation, beaucoup plus que l'hypoxémie, on va en reparler, c'est de l'ordre de 12%. Alors, la première complication qu'il faut retenir des carticelles, c'est le sepsis. C'est pas forcément celle qui est la plus fréquemment rapportée, mais c'est celle qui est le diagnostic différentiel à garder en tête. En tout cas, quand vous parlerez de CRS, quand vous parlerez de neurotoxicité, c'est que vous avez écarté des processus infectieux. Bon, je vous raconte rapidement le cas d'un patient qui devient hypotendu, d'un patient de 23 ans avec une leucémie aiguë lymphoblastique qui devient hypotendu 36 heures après l'administration de CAR, un patient qui avait pas mal de facteurs de risque de CRS, c'est-à-dire même s'il est jeune et sans comorbidité, il avait quand même une très forte masse tumorale, il avait encore une maladie circulante. Il arrive, il est marbré et il avait de la fièvre et des frissons. Et le diagnostic le plus probable chez ce patient, c'est le sepsis. Vous allez peut-être considérer le syndrome des relargages des cytokines. Je pourrais vous dire que ces malades frissonnent relativement peu, mais ça peut arriver, et ils sont relativement peu marbrés. C'est un tableau d'hyperperméabilité capillaire, on va en reparler. Mais globalement, avant de parler de CRS, vous avez éliminé, traité un sepsis, cherché la source éventuellement curable et réfléchi à l'antibiothérapie optimale pour ces patients, en général neutropéniques, quand ils arrivent à cette phase-là. Alors, bien évidemment, des tas de gens disent « oui, mais le sepsis, on n'en voit pas, c'est des malades qui ont sous antibiotiques ». Je vous propose de rester bête. Quand on a des malades à très haut risque infectieux, qui sont des hémopathies agressives, qui ont reçu de la chimiothérapie, parfois de la greffe de moelle, et qui arrivent avec un tableau d'hypotension artérielle fébrile, bon, on reste simple, c'est un sepsis, jusqu'à preuve du contraire. Alors ensuite, bien évidemment, il n'y a pas que le sepsis. Voilà un schéma sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui permet de considérer les différentes étiologies de toxicité des carticelles selon le délai entre l'administration des CAR, c'est-à-dire après la lymphodéplétion, et l'admission en réanimation. Alors là, je parle de grade, mais globalement, ce qui amène les malades en réanimation, c'est d'abord le syndrome de relargage des cytokines, ensuite la neurotoxicité, ensuite l'infection, et puis on a des tableaux d'activation macrophagique. Je laisserai ça pour les questions, mais c'est surtout pour vous parler des complications les plus fréquentes. Alors tout d'abord, il y a 3 papiers maintenant qui sont extrêmement clairs et qui viennent confirmer les données cliniques. Il y a une espèce de boucle de causalité entre le sepsis et le CRS. Tout d'abord, avoir un sepsis, c'est un facteur de risque de CRS, et avoir un CRS, c'est un facteur de risque de sepsis. Alors, on le sait, au cours des états inflammatoires, il y a une phase anti-inflammatoire qui va favoriser l'émergence de pathologies bactériennes, fongiques et virales, mais au cours des états infectieux, chez des malades qui ont reçu des carticelles, il faut considérer que c'est aussi un facteur de risque de sepsis. Donc, on peut avoir un malade qui arrive pour une pneumonie, qui arrive pour une bactériémie avec une source ou sans source, et qui va ensuite relayer sa maladie avec un sepsis. Ce papier de Blood est le premier qui a justement décrit la relation entre CRS et sepsis, que ce sepsis soit d'ailleurs bactérien, viral ou fongique, et on voit que la maladie inflammatoire, elle est liée au type d'hémopathie sous-jacente, les leucémies aiguës lymphoblastiques faisant plus de CRS que les autres, au nombre de traitements préalables. Ceux-là ont un risque infectieux plus grand de sepsis quand le nombre de chimiothérapies ou le nombre de traitements qui a permis de mettre les malades dans une situation de recevoir les carticelles est plus important, le risque infectieux est plus grand, et aussi il y a une corrélation avec la dose de CAR qui est reçue. On voit bien que ce risque, il existe que pour n'importe quel type d'infection, bactérienne, fongique ou virale. Dans le deuxième papier, qui est un papier de CID, où il y a 53 patients et un taux d'infection de l'ordre de 40%, on voit aussi que le CRS est un facteur de risque indépendamment associé
à l'infection et qu'il faut vraiment voir cette boucle comme étant une relation difficile sur un plan clinique, mais facile sur un plan thérapeutique. Et on va revenir là-dessus. Dans un premier cas, l'antibiothérapie systématique, ce sont des patients neutropéniques, fébriles et qui sont en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë ou une hypotension artérielle. Donc ça, c'est la première chose. Mais il ne faut pas en rester à l'antibiothérapie. Il faut chercher la source éventuelle du sepsis et la traiter. Et puis, d'un autre côté, il y a le CRS, qui est soit un diagnostic différentiel, soit un diagnostic associé à l'infection, avec donc cette boucle de causalité. Et puis, sur un plan biomarqueur, il y a une littérature très abondante, très peu convaincante, qui va chercher à savoir si l'IL6 ou si éventuellement les profils d'IL6 avec des pics doublés, des pics en duo d'IL6 vont permettre de faire des diagnostics différents. Moi, je n'ai pas été convaincu par cette littérature. Bon, je ne suis pas un très grand convaincu des biomarqueurs, donc on pourra en reparler. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les malades qui vont faire une infection plutôt qu'un sepsis vont avoir un profil inflammatoire et un profil de biomarqueurs très différents, que la procalcitonine n'est pas capable de faire la différence. Mais ce qui est intéressant, c'est le profil évolutif, surtout sur l'IL6, et que ça permet d'avoir des arguments de présomption. Pour moi, sur un plan clinique, ça n'apporte rien. Regardez sur la partie C ici, le double pic d'IL6 qui va être plutôt associé aux infections. Voilà, moi je pense que ce sont des données biaisées avec une lecture des biomarqueurs qui est quand même à chaque fois en 2 dimensions et qu'on ne peut pas en conclure quoi que ce soit. Plus intéressant, c'est l'utilisation de modules d'intelligence artificielle qui vont permettre en fait d'avoir une pelletée de biomarqueurs. Là, on est dans la recherche, mais c'est intéressant quand même pour essayer de voir ce qui peut se dégager si en particulier MCP1, qui est donc une chémokine qui est pas mal associée dans ces modèles à un premier élément de stratification, peut permettre de faire la différence entre les malades qui ont un sepsis et les autres. Parlons maintenant du syndrome de relargage des cytokines, le CRS. Bon, pour nous, les réanimateurs, pas grand-chose de neuf quand même. Vous avez vu ce papier qui était publié dans le New England en 2006 sur un CRS lors d'une phase 1 chez le volontaire sain sur des anti-CD28 et c'est des volontaires sains qui avaient tout simplement, donc 6 volontaires sains avaient reçu l'anti-CD28 et avaient fait un authentique CRS qui avait été extrêmement bien monitoré. C'était dans le cadre d'un protocole et donc il y avait des prélèvements sériés. Dieu merci, tout le monde a survécu, mais il y en a quand même qui ont été bien cognés avec de la RDS, de l'état de choc, de la ventilation mécanique. Et en fait, le sepsis lui-même a été écarté de façon relativement convaincante, mais la prise en charge cytokinique a été déjà évoquée. Alors, vous allez voir, c'est pour ça que je montre cette diapo, beaucoup de travaux du docteur Nilapu, qui est on va dire un médecin qui a été impliqué dès la première heure dans la prise en charge des patients qui ont reçu des carticelles, tant sur le plan de l'efficacité thérapeutique que sur les complications. Mais vous allez voir qu'en fait, l'utilisation des grades de toxicité, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, globalement, des choses qui sont assez faciles à comprendre, eh bien, c'est le bazar dans le sens où chaque étude a utilisé son propre grading. En 2 mots, chaque université qui a développé le carticelle et donc a cherché à l'utiliser avec un profil de toxicité minimale, eh bien, a développé son propre grading, si bien que c'était assez le bazar. Retenez simplement que le CRS, c'est un syndrome clinique. C'est un syndrome grippal qui survient 1 à 14 jours après la perfusion de carticelle avec de la fièvre, des myalgies, de la fatigue, de la nausée, de la diarrhée. Vous avez déjà vu ça dans une maladie il n'y a pas très longtemps. Ça va progresser comme un syndrome d'hyperperméabilité capillaire avec une hypotension, une fuite alvéolaire avec un tableau d'édème lésionnel, une hypoxémie qui peut d'ailleurs aller jusqu'à la défaillance multiviscérale. Eh bien, les arguments qui ont permis de développer les anticytokines dans le CRS sont très faibles. On va en reparler. La corticothérapie, pendant très longtemps, a été, on va dire, évitée parce qu'on avait peur qu'elle ait un effet qui diminue l'activité du carticelle. Les essais sont plutôt rassurants, mais en tout cas, on n'utilise pas la corticothérapie en première intention et pas de façon inconsidérée. Et puis, la durée du CRS va être
on va dire, variable, avec une guérison globalement en autant de jours que ça a mis pour s'installer. C'est-à-dire que si un CRS survient vers J7, il va mettre 7 jours pour vraiment rentrer dans l'ordre. Alors, certains patients, en particulier les plus immunodéprimés dans ces maladies lymphoprolifératives, vont faire une expression du CRS qui est donc sur un profil cytokinique interféron gamma qui va donc donner un tableau d'activation macrophagique. Et ce sont à la fois des malades qu'il faut reconnaître, parce que c'est quand même des malades qu'il faut traiter un tout petit peu différemment, des malades qu'il faut reconnaître sur un plan des défaillances d'organes, mais ça n'est pas non plus quelque chose de si spectaculaire que ça. Alors, l'incidence des CRS, eh bien, globalement, comprenez que c'est un malade. Je parle bien des CRS graves qui nécessitent l'admission en réanimation. Dans le gros de la littérature, on pourrait dire que c'est plutôt un malade sur 4 dans la leucémie aiguë lymphoblastique, un malade sur 5 dans le lymphome B diffus à grande cellule, mais évidemment, ça dépend beaucoup des CAR qui ont été utilisés, des molécules de costimulation. On va dire que c'est le résultat qu'on peut attendre avec en particulier le CD28. Alors, dans une revue systématique, on retrouve ces chiffres, c'est-à-dire globalement 30% de CRS sévères dans la leucémie aiguë lymphoblastique, un peu plus dans le lymphome B diffus à cette époque-là, avec ces construits-là, mais aujourd'hui, on retrouve plutôt 25% de CRS grade 3, grade 4 dans la LAL et 20% dans le lymphome B diffus à grande cellule. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant dans le CRS, c'est qu'il y a une physiopathologie un peu particulière. Vous avez bien vu que ce mécanisme de pluie cytokinique a été emprunté dans le Covid, mais on n'est pas du tout dans le Covid. Le taux d'IL6, il est de l'ordre, il est entre 100 et 250. Dans le CRS après les carticelles, ça peut être 100 fois plus important. On a un vrai syndrome de relargage des cytokines. Mais en tout cas, il faut comprendre que la source de cytokines, elle est à la fois sur l'expansion in vivo du CAR, mais à la fois sur l'activité antitumorale qui va la relarguer de l'IL6. Et c'est important de comprendre que ces deux actions vont avoir un effet très différent en termes de production de cytokines, non seulement sur un plan qualitatif, type de cytokine, interféron gamma, TNF-alpha, mais aussi interleukine 6 pour la partie de lyse antitumorale. Et c'est important aussi de voir qu'on peut avoir un tempo très différent pour l'un et pour l'autre. Les facteurs de risque de CRS ont fait l'objet de la construction de quelques scores. J'aime pas les biomarqueurs, mais j'aime pas non plus les scores qui ont pour objectif de faire un diagnostic. J'aime bien les scores de screening qui permettent d'éliminer une maladie, typiquement l'embolie pulmonaire et la probabilité clinique et les dédimères. J'aime pas trop les scores dans le CRS parce que il y a trop de facteurs dedans. On en reparlera dans la neurotoxicité parce qu'il y a un ou deux trucs intéressants. Mais voilà, donc globalement, les patients les plus âgés, ceux qui ont des comorbidités, ceux qui ont une grosse masse tumorale, qui ont reçu beaucoup de CAR, qui ont eu de la FLUDA, même aujourd'hui la FLUDA c'est 95% des malades dans la lymphodéplétion, qui ont un sepsis, qui ont un taux de cytokine le plus élevé, eh bien, vont être à haut risque d'avoir un CRS. Et il y a des scores qui permettent surtout de l'éliminer beaucoup plus que de le confirmer. Ce qui est intéressant, c'est les gradings de CRS. Et en fait, il y avait tout un bazar. Et je vous recommande vraiment de ne pas lire tous ces scores qui sont sur cette diapo, parce qu'il y a en fait un travail plus récent qui a été publié dans BBMT où les choses sont beaucoup plus rangées, beaucoup plus carrées. Et pour le CRS, il y a 3 facteurs qui sont importants: la fièvre, l'hypotension, l'hypoxémie. Pas de fièvre, pas de CRS. Bon, ça va, c'est simple. L'hypotension, elle définit le grade 2 si elle répond au remplissage, sinon c'est du grade 3. Et l'hypoxémie, quand c'est un tout petit peu, c'est le grade 2. Quand c'est beaucoup plus, c'est-à-dire des hauts débits à partir d'un certain nombre de litres ou bien l'utilisation de l'optiflow et a fortiori la ventilation mécanique, c'est qu'on est dans le grade 3-4. Donc là, quand vous me parlez d'un grade 2 ou d'un grade 3, on arrive à peu près à comprendre la différence. C'est pour ça que ce grading system, qui est celui de Lee publié dans BBMT l'an dernier, est beaucoup plus intéressant que les premiers, qui non seulement étaient trop différents, mais aussi trop hétérogènes. Ce grading-là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour décrire des malades? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour implémenter une stratégie thérapeutique qui ferait que, par exemple, les inhibiteurs du récepteur de l'IL6, qui sont les seuls approuvés dans le CRS, pourraient être donnés en prophylaxie ou en traitement précoce, alors que les corticoïdes pourraient être donnés lorsque les défaillances d'organes sont installées? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait intéressant de le voir comme ça. Alors, pour ce qui est de la neurotoxicité, c'est
très intéressant. Il y a une très belle littérature. Globalement, c'est un syndrome clinique qui peut survenir dans les 8 premières semaines avec vraiment la possibilité d'avoir vraiment une maladie en 2 phases, hein, celle qui est relativement immédiate et celle qui est un peu plus tardive et qui complique un CRS. Sur un plan clinique, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment, ça va de la céphalée à l'agraphie ou la dysarthrie jusqu'à l'état de mal épileptique, l'édème cérébral et des choses horribles. On a des patients qui peuvent avoir une épilepsie subintrante, donc l'EEG est systématique. À l'IRM, il y a vraiment des lésions qui sont tant spécifiques que non spécifiques, et la ponction lombaire est aussi systématique. Dans le CRS, on élimine un sepsis. Chez ces malades qui ont une lymphoprolifération, on doit éliminer aussi une méningoencéphalite ou une infiltration tumorale du système nerveux central. Alors voilà, c'est tous les symptômes que vous voulez. Je ne rentre pas dans les détails. Il n'y a pas de symptôme qui est associé à une physiopathologie particulière. Et en particulier, les scores, que ce soit le Cartox, qui est quand même pas mal utilisé actuellement par rapport à d'autres scores, eh bien, vont incorporer tous ces scores et essayer de les classer pour donner des probabilités de neurotoxicité. Ce qui est intéressant, c'est son incidence. Et là, on voit bien que selon les études, on va voir qu'en termes de toxicité sévère, eh bien, ça diminue. Il y en avait pas mal avec les premiers construits dans les premières études. Aujourd'hui, il y en a quand même moins. Et que si on veut s'intéresser à la neurotoxicité, il faut aller dans des séries. Et maintenant, il y en a de malades qui ont reçu des CAR et qui ont une neurotoxicité. Pour le faire très court, il y a 2 mécanismes qui vont générer de la neurotoxicité dans les carticelles. Le premier, c'est l'infiltration de la barrière hémato-encéphalique par une pluie cytokinique. Et donc ça, ce sont les neurotox qui compliquent les CRS, et on voit des malades qui vont rester fébriles, qui ne vont pas répondre. Et l'idée de justement baisser la quantité de cytokines circulantes, c'est aussi d'éviter la neurotoxicité. Les modèles expérimentaux sont très clairs par rapport à ça. Si vous voulez générer de la neurotox, il faut laisser les animaux avec des niveaux de cytokines prolongés. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est beaucoup plus rare, qui ne complique pas forcément un CRS, mais c'est possible, qui est donc l'infiltration du système nerveux central et du liquide céphalorachidien par des cellules CAR, qu'on peut identifier d'ailleurs à l'APL ou dans les modèles expérimentaux ou dans les autopsies avec des biopsies du parenchyme cérébral. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 cas-là sont vraiment un très gros argument pour dire que là, il n'y a pas de place pour les inhibiteurs du récepteur de l'IL6, qui, comme je vous rappelle, ne diminuent pas les concentrations d'IL6, mais peuvent augmenter la quantité d'IL6 dans le substrat. Et paradoxalement, dans le CRS, on peut générer de la neurotox en utilisant du tocilizumab, mais c'est plutôt un argument pour donner de la corticothérapie précocement, très vite et à dose importante, aussi importante que la sévérité de l'atteinte neurologique. Je vais passer sur la physiopathologie et les données morphologiques de la neurotoxicité. C'est juste pour vous dire qu'il y a actuellement un bras thérapeutique qui tient compte du fait qu'il y a une activation de l'endothélium, mais ça c'est un fait, mais aussi des lésions de microthrombose, de thrombose microvasculaire qui vont mimer en fait ce qu'on peut observer au cours du PTT, et qu'il y a une filière thérapeutique qui va emprunter cette voie-là que j'ai trouvé relativement intéressante. Voilà, en termes de gradation, c'est intéressant de voir la littérature qui dit qu'il y a globalement à peu près 10% des neurotox qui ne compliquent pas un CRS, et c'est probablement celles-là qui sont les plus graves et qui vont donner une infiltration du parenchyme cérébral et du liquide céphalorachidien avec des lymphos qui sont des CAR. Et il y a des modèles expérimentaux très intéressants justement sur cette infiltration T du parenchyme qui permettent justement de donner envie d'aller explorer ces malades tant avec les neurologues que sur un plan IRM, PL et bien sûr EEG. Et ces modèles-là ont montré justement l'infiltration du LCR et du parenchyme par des cellules CAR. En 2 mots, je passe là-dessus. J'en reviendrai tout à l'heure pour les voies thérapeutiques un peu originales. Donc, je passe là-dessus, sur la partie ANAPAT, on en a déjà parlé. Et c'est juste pour vous présenter cette série du JAMA Neurologie qui est sortie il y a quelques semaines. C'est une étude enfin, c'est un seul centre, mais c'est Dana-Farber et Brigham and Women, donc à Boston, avec 204 patients qui ont reçu donc un seul type de carticelle dans des lymphomes réfractaires, et avec une cohorte de validation
une cohorte de dérivation et une cohorte de validation pour bâtir un score de neurotoxicité, un score qui a des performances qui sont somme toute moyennes. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de rentrer dans ce score l'âge, qui pour moi est un vrai facteur de neurotoxicité, le fait d'avoir une maladie indolente, mais c'est surtout qu'on a des éléments qui montrent que l'inflammation persistante et le niveau de fièvre persistant sont un facteur de neurotoxicité. Et c'est pour ça que sans trop se le mettre en tête, et le tocilizumab aussi est un facteur de neurotoxicité, et donc sans trop y penser comme un score, sachez quand même que ces malades-là, qui vont rester très inflammatoires longtemps, qui ne vont pas répondre au tocilizumab et qui vont rester fébriles et très inflammatoires, eh bien, sont les malades à haut risque de neurotoxicité. Alors, je vais parler du traitement du CRS. En 2 mots, je ne suis pas un fan du tocilizumab. Je trouve qu'il a été mis sur le marché beaucoup trop vite, avec une efficacité de l'ordre de 20%. Regardez la réponse à J2 du tocilizumab, elle est de 20%, allant de 9 à 34,6%. Et c'est la même chose dans les 2 séries. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre d'un médicament qui ne donne pas d'apyrexie et de résolution des différences d'organes à J2. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la panoplie thérapeutique. En 2 mots, un CRS qui a que de la fièvre, eh bien, ça n'est pas suffisant pour recevoir ou pour prescrire du tocilizumab. Il faut garder le tocilizumab pour plus que la fièvre, sinon pratiquement 100% des cas vont recevoir du toci. Donc, en 2 mots, ce qui est important, c'est de reconnaître les grades de toxicité qui font que le toci qui peut être administré jusqu'à 3 fois avec 8 heures d'intervalle, eh bien, pourrait être administré dès qu'on dépasse le simple stade de la fièvre, c'est-à-dire de la fièvre et quelque chose de respiratoire, d'hémodynamique et bien sûr de neurologique. Et là, il faudrait passer à un traitement plus important, c'est-à-dire l'association ou bien l'interchangeabilité avec les stéroïdes. Alors, le passage en réanimation, il se discute au moment de l'hypotension et au moment de la mise sous oxygène. Les malades sont vus quand ils arrivent pour la lymphodéplétion, ils sont vus en amont pour l'éligibilité, d'ailleurs surtout dans les lymphomes, mais ils sont vus aussi quand ils présentent des événements qui sont plus que de la fièvre, c'est-à-dire l'hypotension, même si elle est résolutive, ils doivent être examinés, on doit être plusieurs à rechercher le foyer, et la mise sous oxygène, et bien sûr, dès qu'ils sont ventilés, qu'ils ont des catécholamines ou qu'ils ont besoin de plus, ils doivent être en réanimation. Pas de fièvre, c'est qu'il n'y a pas de CRS. Pas de fièvre, c'est pas de tocilizumab. Donc pas de CRS, pas de tocilizumab. Si on donne du toci à tous les malades fébriles, on est dans la merde parce qu'on sait très bien qu'une proportion d'entre eux ont un sepsis. Et nous, les réanimateurs, on connaît bien les résultats du blocage de l'IL6 dans le sepsis. C'est pas bon. Donc en 2 mots, le tocilizumab, peut-être qu'il faudrait le garder pour l'hématologie comme molécule Doliprane plus pour, on va dire, rendre les malades apyrétiques le plus vite possible et éviter qu'il y ait une persistance de l'état inflammatoire et éventuellement une neurotoxicité secondaire. Faut-il faire du toci en réanimation? Probablement si le malade n'en a reçu qu'une fois avant et probablement pas si on a une défaillance d'organes installée, par exemple un très haut débit d'oxygène ou des catécholamines, a fortiori bien sûr des lésions neurologiques, on irait directement sur de la corticothérapie. Cette stratégie-là, elle est validée indirectement par une série que je vais vous présenter à la fin. Alors, en 2 mots aussi, le traitement de la neurotoxicité, je passe, mais il repose sur les corticoïdes. Neurotoxicité de grade 1 ou 2, la dexaméthasone, eh bien, on l'a fait à 10 mg 4 fois par jour et on monitore vraiment bien les malades en les passant en réanimation le plus vite possible. Dès qu'ils sont en réanimation parce qu'ils ont une neurotoxicité plus sévère, les doses de corticoïdes sont beaucoup plus importantes. Alors, il y a un modèle expérimental qui corrobore les données du JAMA Neurologie et qui montre que probablement le fait de donner du toci et de maintenir ou d'augmenter paradoxalement la concentration d'IL6 peut être générateur de neurotoxicité. Et c'est vrai qu'on a eu, à l'occasion de quelques cas, nous l'avons fait 7 fois, des très bons résultats avec de l'anakinra, donc un antagoniste de l'IL1, du récepteur de l'IL1, et des données cliniques qui sont que du case report et une case series qui va sortir dans pas longtemps, et ces données expérimentales qui sont quand même très convaincantes pour dire que l'anakinra va diminuer les lésions neurologiques chez la souris, alors que le tocilizumab, le rat je crois, alors que le tocilizumab ne le fait pas. Et puis un autre papier
aussi d'un Nature Médecine, qui va montrer combien cette voie de l'IL1 est une voie thérapeutique très intéressante parce que d'abord, elle permet de contrôler les déférences d'organes, en particulier le CRS et la neurotoxicité, sans altérer l'efficacité antitumorale du CAR. Donc, c'est vraiment plus on est ciblé dans l'effet anti-inflammatoire, moins on va avoir une altération du CAR, sachant que les données sur les corticoïdes sont quand même encore rassurantes. Je passe très rapidement pour dire qu'il y a des nouveaux construits qui vont permettre de diminuer l'incidence de CRS. Et ça tombe bien parce que le nombre de malades qui vont recevoir des CAR-T-cells va énormément augmenter, essentiellement du fait de la pathologie tumorale. C'est actuellement dans le mélanome, dans le mésothéliome, dans le cancer du poumon. Et bientôt, on va voir l'utilisation des CAR dans des indications pas du tout tumorales. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des nouveaux construits qui sont censés réguler l'administration, l'incidence des événements toxiques. Bon, c'est encore expérimental. Je trouve qu'on a plus de déception puisque les nouvelles molécules génèrent beaucoup plus de CRS qu'on ne l'attendait. Et puis voilà, il y a d'autres CAR qui sont plus intéressants dans leur construction. Je vous laisse voir les diapos et qui permettent d'avoir une efficacité antitumorale plus importante et une toxicité moins importante. Je passe là-dessus. Pour arriver à la réanimation, eh bien, il faut vraiment utiliser la réanimation larga manu, pas forcément pour admettre les malades en réa, mais soit pour les surveiller ensemble, soit pour arriver à les mettre dans des secteurs intermédiaires dans lesquels ils peuvent être monitorés par une présence infirmière plus dense. Je vous rappelle que quand un malade d'hémato est en réa, il est soigné par l'hémato et par le réanimateur en réanimation. En deux mots, il y a des critères d'admission en réanimation sur lesquels on sera tous d'accord, hein, l'hypotension, l'insuffisance rénale, le niveau d'oxygène, la défaillance ventriculaire gauche, qui est beaucoup plus vue en pédiatrie que chez l'adulte, les anomalies neurologiques, etc. Sur ça, on sera tous d'accord. Je voudrais juste vous parler de données. Alors bon, on a fait une bande dessinée sur l'orage cytokinique qui est à votre disposition, hein, puisque le laboratoire la distribue, et une autre sur la neurotoxicité. Juste vous parler très rapidement d'un registre international qu'on a réalisé, qui est soumis pour publication et qui a permis de retenir donc 241 patients admis en réanimation après les CAR-T-cells. Et vous voyez que globalement, c'est 27% des malades qui ont un lymphome, 38% des malades qui ont une LAL et 24% des malades qui ont un myélome. Il y a très peu de malades avec un myélome, 33 malades, 8 d'entre eux étant en réa et 6 d'entre eux ayant accepté d'être inclus dans l'étude. Et voilà, il n'y a pas encore beaucoup de malades myélome, mais globalement, on revoit ces incidences sur une période très récente d'admission en réanimation. Intéressant de voir aussi que les délais d'admission en réanimation dépendent énormément de la raison pour laquelle on est là. Vous avez bien compris que notre idée, c'est d'éliminer le sepsis. Comment est-ce qu'on peut trouver des éléments qui permettent d'éliminer le sepsis, puisque le sepsis, lui, est associé à une mortalité plus importante. Et donc, on est actuellement dans un modèle d'identification, de tenter d'identifier les malades qui ont une infection et un CRS, une infection et une neurotox ou une infection tout court. Et c'est intéressant de voir que les systèmes de grading, qui sont très intéressants pour décider de quand on admet le malade en réanimation, très intéressants pour décrire les malades, n'ont aucun impact sur le pronostic, c'est-à-dire que quel que soit le grade neuro ou le grade de CRS, la mortalité est identique. Voilà, j'ai terminé. J'avais prolongé un petit peu de 10 minutes parce qu'il n'y a que 3 et non pas 4 présentations. Bon, vous savez qu'il y a un DU et des réunions qui permettent de travailler là-dessus et qui sont à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, professeur Azoulay, pour cette présentation très riche qui nous remet bien les choses en place et toutes les actualités. Donc, il y a eu de nombreuses questions par les 260 personnes présentes. Donc, une première chose, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre l'expansion des CAR et la survenue de CRS et ICANS? La réponse est oui. C'est un des déterminants. On sait que l'expansion du CAR, c'est une des sources de production de cytokines et qu'avec l'activité antitumorale, on sait que ce n'est pas exactement les mêmes cytokines qui sont produites, mais on sait qu'il y a une corrélation entre l'expansion du CAR et l'incidence de CRS. Je n'ai pas vu, mais il faudrait demander à Étienne s'il y a une correspondance entre l'expansion in vivo du CAR et la neurotoxicité, mais moi, je n'ai rien vu là-dessus. Mais en tout cas, on sait en tout cas que
la surveillance de ces malades-là va permettre justement les données de cytomètre vont permettre aussi de prédire ces éléments-là. Il y a 2-3 publications qui le montrent. Sur le CRS, je ne sais pas sur la neurotoxicité. Une autre question, c'est suite à un CRS, est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser plutôt le siltuximab qui va cibler directement l'IL-6 au lieu du tocilizumab qui a ce risque de faire augmenter l'IL-6 circulant parce qu'il inhibe son récepteur? Alors, bien sûr, il y a une logique à ça. Je vous rappelle que je n'en ai pas parlé. C'est juste mentionné dans une diapo ou deux, tout simplement parce que le Siltux n'a pas l'autorisation, n'a pas l'AMM dans le CRS. Donc, dans les CAR-T-cells, on n'a pas le droit d'utiliser Siltux. C'est fait de façon protocolaire. On l'a utilisé parce que dans certains protocoles, c'était mentionné. On a eu du Siltux comme ça. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de place pour le Siltux. J'irai directement à la corticothérapie quand on a un CRS qui ne répond pas au tocilizumab. Aujourd'hui, je ne peux pas recommander le Siltux puisqu'il n'a pas l'AMM dans cette indication. D'accord. Et concernant... Je peux faire un petit commentaire sur le toci. Oui. C'est en fait le tocilizumab n'a pas fait l'objet d'un développement clinique dans l'indication du CRS. L'autorisation de mise sur le marché aussi bien aux États-Unis qu'en Europe a été donnée sur la base de l'utilisation qui avait été faite au cours des essais d'enregistrement des CAR-T-cells. Donc en fait, il n'y a même pas eu d'essai clinique pour valider le bénéfice-risque du médicament. Et dans ces essais-là, beaucoup de patients avaient une co-administration de corticoïdes. Donc il y a vraiment, on peut dire que le niveau de preuve de l'efficacité du tocilizumab, il est parmi les plus faibles qu'on puisse avoir. Alors, c'est devenu un standard de soins, ce qui est un gros problème parce que aujourd'hui, si vous proposez de faire un essai randomisé avec du tocilizumab, je pense qu'on vous rira au nez, mais il y a vraiment des grosses questions sur le bien fondé de l'utilisation de ce médicament dans le cadre du CRS. Hein. Et puis l'enregistrement du TOCI dans le CRS est fait sur des études rétrospectives dont l'efficacité à J2, c'est 20% des malades. Donc pour moi, c'est du Doliprane plus. Mais après, bon, on peut l'utiliser en première intention devant une fièvre qui persiste, qui se complique ou quoi. Ça n'est sûrement pas le traitement des défaillances d'organes. Merci beaucoup. Concernant les infections et le sepsis, il y a 2 questions. Est-ce que il y aurait lieu d'instaurer une prophylaxie anti-infectieuse chez les patients qui ont reçu des CAR-T-cells? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'à l'arrivée du patient, on introduit ou on incrémente systématiquement une antibiothérapie lorsqu'il arrive pour défaillance en réanimation? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième. Ce sont des malades qui, quand ils arrivent en réanimation avec un tableau de CRS ou sepsis, sont encore neutropéniques, fébriles, hypotendus. Franchement, il faut rester simple. Donc, il faut faire la même chose que vous feriez pour un neutropénique fébrile, choqué, qui arrive en réanimation, c'est-à-dire adapter l'antibiothérapie par rapport à son passé, sa colonisation, et par rapport aux sources cliniques de sepsis, en faisant vraiment le scanner pour éliminer la typhlite. Bref, on a vu de tout. La dernière qu'on a discuté avec Étienne vendredi matin a une bactériémie à B- à point de départ digestif. Donc voilà, donc pour l'antibiothérapie, oubliez l'écart et faites neutropénique fébrile choquée. D'accord? Donc sur ça, vous savez tous faire. Et si vous avez des questions à poser, je suis là. Pour la deuxième, la reconstitution immunitaire des malades qui ont reçu des CAR-T-cells, c'est vrai qu'elle est lente, qu'elle est progressive. Et si on devait instaurer un traitement anti-infectieux, j'aurais bien du mal à dire lequel et pourquoi. Ce sont des patients qui restent à haut risque. Ce sont des patients qui restent à haut risque d'infections bactériennes, virales et fongiques. Mais sur l'hypogamma, j'aurais tendance à faire substitutif et les traiter comme l'hypogamma. Sur la déplétion cellulaire, j'aurais tendance aussi à les traiter de façon curative quand ils ont un problème. De les traiter de façon préventive par des antibactériens, je ne suis pas convaincu et j'aurais besoin d'y réfléchir un petit peu plus ou de voir des données là-dessus. Merci beaucoup. Et une question sur l'essai du natalizumab qui cible, du coup, qui inhibe les intégrines dans les cancers, comme on a vu qu'il y avait une infiltration des CAR-T-cells au niveau du LCR. Ouais, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Alors, il y a
des gens qui en parlent, beaucoup en Allemagne, avec des gens qui traitent de façon, même sans ATU, qui sont partis directement là-dessus. Je dirais que la physiopathe est très intéressante. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, on a quand même, nous, des très bons résultats avec l'anakinra et les fortes doses de corticoïdes. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne donnerais pas la priorité aux bloqueurs du récepteur de l'IL1 par rapport à d'autres traitements compte tenu des résultats. Faire très attention à ces doses massives et prolongées de corticoïdes à très forte dose. Il y a des malades qui reçoivent mais vraiment des tonnes de corticoïdes dans ces indications-là et qui font des complications. Ensuite, on a eu, nous, des ennuis très importants sur le plan infectieux avec les doses de corticoïdes. Donc, je dirais que pour l'anakinra, il faut le démarrer pas trop tard. On fait bien, allez, des fortes doses de corticoïdes pendant 48 heures. On récupère le bilan IRM, PL, EEG, etc. On fait un 3e jour de corticoïdes et puis on s'énerve et on fait de l'anakinra. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très complètes. Et je pense qu'on va devoir passer à la présentation suivante. Donc, professeur Julien Mézel, qui est chef de service de réanimation à Amiens, va nous parler des infections fongiques invasives et des nouveaux facteurs de risque. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je lance ma présentation. Ouais, apparaître, voilà. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à l'association des internes d'hématologie. Et puis, j'en profite aussi pour saluer parce que je pense qu'ils sont là parmi les 250 personnes connectées, les internes de médecine intensive réanimation qui avaient reçu également l'invitation, il me semble, via Facebook. J'ai cru l'avoir passé. Alors, ce qui m'a été demandé, moi, c'est quelque chose de quand même bien plus classique, c'est de vous parler des facteurs de risque d'infection fongique invasive et plus particulièrement de ces nouveaux facteurs de risque en réanimation. Attendez, j'ai ma tête qui vient d'apparaître sur le truc. Je me fais disparaître, voilà. Donc, en médecine intensive, réanimation, donc en réanimation en général. Donc, ce titre est quand même relativement large. Et sur infection fongique invasive, bien sûr, il y a les candidoses et puis les aspergilloses. J'ai donc décidé de me concentrer sur les aspergilloses parce que c'est là qu'il y a le plus de littérature. Et puis, de toute manière, on pourra en parler après, mais les facteurs de risque se chevauchent. Voilà, donc c'est sur l'aspergillus que je vais concentrer mon topo. L'aspergillus, c'est donc une moisissure, un champignon filamenteux. Je vais aller très rapidement sur ces éléments-là. Il y a plus de 200 types d'aspergillus qui existent, même bien au-delà maintenant, qui ont une présence commensale particulièrement augmentée en cas de travaux ou en cas de risque d'augmentation de remuer la poussière dans vos différents services hospitaliers par exemple, et qui sont composés d'un pied et puis d'une tête, un pied qui va pouvoir pénétrer dans les tissus et notamment provoquer des aspergilloses dites invasives. Donc c'est transporté particulièrement dans les airs et ça explique pourquoi les atteintes d'organes sont principalement des atteintes du pulmonaire, donc, mais pas que. Vous voyez là sur cette étude faite par Fabio Taccone en 2015, qui est une étude très importante à connaître dans l'aspergillose en réanimation, donc basée sur plus de 563 prélèvements positifs. Eh bien, 548 des 563 patients avaient des prélèvements positifs dans les poumons, avec un diagnostic qui était aspergillose prouvée, probable ou possible, varié, mais c'est une donc très large majorité d'atteintes pulmonaires. Il ne faut pas oublier les autres atteintes, que ce soit cérébrales, sinusiennes, abdominales, mais on va se concentrer donc principalement sur cet organe, le poumon. Alors, l'élément épidémiologique à connaître également dès le début de ce topo, c'est que même être juste colonisé à Aspergillus, ce n'est pas
anodin. La survie des patients en réanimation est diminuée dès qu'il existe une aspergillose colonisée, prouvée ou possible, d'autant plus importante quand celle-ci est prouvée. Et donc, la revenue d'un examen mycologique positif à Aspergillus doit systématiquement faire considérer la gravité de ce patient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aspergillose et les organes donc en réanimation? C'est l'histoire de la rencontre d'un hôte et de son pathogène. Et on va voir que cette rencontre entre les deux, finalement, va pouvoir donner des variantes et puis des expressions extrêmement différentes, par exemple sur le plan pulmonaire, avec des aspects à la fois radiologiques très différents. Vous avez ici en haut à gauche donc une masse avec un halo donc extrêmement classique. Vous avez la masse développée à l'intérieur d'une cavité telle que l'aspergillome. Vous avez aussi l'aspect de développement sur des bronchectasies, des formes nodulaires, condensantes, des halos inversés, etc. Donc toutes ces caractéristiques radiologiques sont dépendantes de l'interaction entre cet hôte et ce pathogène, mais pas que. L'aspect clinique également sera dépendant de cette interaction entre l'hôte et le pathogène, et l'aspect microbiologique également. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à s'y retrouver un petit peu dans cette variété d'atteintes pulmonaires qui ont été décrites? Il va falloir essayer de mettre de l'ordre dans l'ensemble de ces présentations cliniques, radiologiques et microbiologiques. Et donc, pour ce faire, eh bien, les premières études se sont attachées à regarder les types d'aspergillose diagnostiqués en fonction des résultats anatomopathologiques. Et vous voyez sur cette diapositive, vous voyez normalement ma flèche, que en fonction de l'entrée du pied de l'aspergillus à l'intérieur du tissu, on aura donc des formes dites invasives pulmonaires, et puis quand ce pied de l'aspergillus reste à l'extérieur, qui n'est juste que posé sur le tissu pulmonaire, eh bien cette fois-ci on a des formes dites plutôt chroniques, type aspergillome, qui se développent donc plus préférentiellement dans, par exemple, des cavités chez le patient insuffisant respiratoire chronique ou des séquelles de tuberculose. Les formes qui vont nous intéresser le plus, ce sont celles dites donc invasives, avec une invasion qui peut être plus ou moins profonde. Et plus cette invasion va être profonde, elle risque d'atteindre les vaisseaux. C'est la forme dite angio-invasive qui survient dans un délai beaucoup plus court que les autres formes qui ont une évolution plus lente et plus progressive. Alors, cet aspect anatomopathologique qui distingue donc déjà les formes plutôt invasives des formes dites non invasives, elles peuvent également être représentées en fonction de l'état immunitaire du patient et de l'atteinte pulmonaire qui résulte de cette dysfonction immunitaire. En cas de dysfonction immunitaire, ça va favoriser la pénétration donc du pied aspergillaire à l'intérieur du tissu et donner donc des aspergilloses dites invasives qui sont les plus fréquentes. Et inversement, en cas d'hyperréactivité du système immunitaire, on pourra avoir donc une expression sous la forme d'aspergillose bronchopulmonaire allergique, par exemple dans les cas d'asthme sévère, et qui sont relativement fréquentes. Entre les deux, avec un état d'immunité à peu près considéré conservé, mais on va voir que tout ça est très relatif, eh bien on pourra avoir des atteintes pulmonaires plus chroniques avec des débuts d'invasion. Et donc c'est toute cette gamme qui peut être rencontrée en réalité. Allô? Allô? Professeur Mézel, est-ce que vous m'entendez?
Allô, allô. Ok, on va attendre que le professeur Mézel se reconnecte, s'il a les chances d'être déconnecté. Désolé de ce petit incident. Peut-être poser des questions, Pierre-Edouard? Oui, en attendant, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. En attendant le retour du professeur Mézel, j'avais une question pour vous, professeur Azoulay. Est-ce que on fait la réanimation full code pour tout patient qui a des carticelles ou est-ce qu'il y a des critères, on va dire, de sélection pour l'entrée en réanimation ou la poursuite de la réanimation maximale? Alors, c'est vraiment une très bonne question. En 2 mots, c'est ce qu'on appelle une réanimation d'exception. Ce sont des hémopathies B réfractaires qui n'auraient pas été admises en réanimation s'ils n'avaient pas reçu des carticelles. Mais dans le cadre de l'évaluation et de la prise en charge de ces malades-là qui finalement ont des très bons résultats à moyen et à long terme, eh bien, on propose une réanimation d'exception, c'est-à-dire au minimum 15 jours de réa full code à adapter selon le type de complications et selon l'évaluation quotidienne que font les réanimateurs avec les hématos. Il est arrivé que pour ces patients-là, on ait pris des mesures de limitation des traitements, tous ensemble, essentiellement du fait que entre le moment où les patients ont été considérés éligibles à un traitement et le moment où ils sont arrivés au traitement, ils avaient fait soit des rechutes massives et reçu des carticelles parce qu'on les avait, ou bien se sont énormément dégradés ou ont fait un pépin organique X ou Y qui fait qu'ensuite ils ont été particulièrement vulnérables et fragiles. Mais globalement, ce qui est recommandé, c'est une réanimation d'exception, c'est-à-dire se donner le temps quand même de passer les complications majeures, c'est-à-dire au moins 15 jours, et d'avoir une réponse au traitement. Voilà. Donc nous faisons la promotion d'une réanimation d'exception de durée minimum de 15 jours. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que le professeur Mézel est en train de se reconnecter. Dans l'attente, j'avais une autre question, professeur Azoulay. Vous nous avez parlé du syndrome d'activation macrophagique qui Oui. pouvait voilà, avoir un diagnostic différentiel ou se mêler avec le CRS. En pratique, est-ce que ça vous arrive de faire de l'étoposide pour ce syndrome d'activation macrophagique dans une petite fraction des cas ou... Alors, ça pourrait, conceptuellement, le CRS, ou en fait la réaction inflammatoire induite par l'écart, n'est que le trigger d'une activation lymphohistiocytaire chez des malades immunodéprimés qui ont un haut risque de faire une réaction inflammatoire de ce type-là. Donc, de fait, qu'elle soit une cible thérapeutique n'est pas évident, mais ça pourrait l'être si, par exemple, il y a une réactivation virale ou s'il y a une... Mais pour l'instant, nous avons surtout traité ces malades-là par la corticothérapie. Mais oui, la réponse est faire de l'étoposide dans ces situations-là est tout à fait envisageable. Bon, je suis revenu, vous m'entendez? Oui. Super. Oui. Oui. Bon, alors je suis désolé, je me suis rendu compte tout d'un coup que j'avais disparu de l'écran. Je ne sais pas du tout, j'ai dû changer d'ordinateur et de connexion Internet. Alors j'espère que je suis dans mon hôpital, j'espère que ça ne va pas recommencer. Je peux reprendre? Oui, bien sûr. On voit Bon. votre écran. Oui. Et, je pense qu'on était on était avant diapo. Je pense que ça a sauté juste ok, avant. ouais, voilà. Ça a sauté à celle-là. Oui. Ok, bon. De toute manière, je vais me permettre d'accélérer un petit peu pour essayer de rattraper le retard sur ces diapositives-là. Donc, j'étais en train de vous expliquer que l'important était d'essayer de classer ces différentes formes d'expression et de présentation différentes en fonction de l'interaction qu'il pouvait y avoir entre l'hôte et le pathogène, et qu'une des manières les plus basiques avait été de regarder sur l'anatomopathologie la pénétration invasive ou pas du pied de l'aspergillus, et également une classification en fonction de l'état de la fonction immunitaire du patient,
avec des formes d'aspergillose dites invasives en cas de dysfonction immunitaire, qui sont les formes parmi les plus fréquentes, et puis des formes d'hyperréactivité sous la forme d'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Donc, les formes qui vont nous intéresser le plus sont donc les formes invasives aspergillaires, celles qui ont été décrites comme se développant principalement en cas de dysfonction immunitaire, mais on va voir qu'en fait, eh bien, on sait à présent que ces formes de dysfonction associées aux dysfonctions immunitaires classiquement ne le sont pas systématiquement, et que en réanimation, même sans dysfonction immunitaire classiquement décrite, eh bien, on peut voir apparaître ce type de pathologie. Donc, pour vous permettre juste une petite analogie simple qui vous permettra de comprendre un peu après, eh bien, le poumon, il a besoin de se défendre contre les agressions extérieures. C'est comme une forteresse avec différentes lignes de défense, et ces différentes lignes de défense sont plus ou moins solides. Et le patient immunocompétent aura donc des lignes de défense extrêmement bien solides et qui vont permettre d'éviter la pénétration de l'aspergillus à l'intérieur du poumon, alors qu'un poumon de patient immunodéprimé aura, lui, des défenses beaucoup plus faibles. Et puis enfin, ça, on le comprend très facilement, mais finalement, il y a aussi l'ensemble des agressions qui peuvent être associées avec une pathologie pulmonaire et qui vont user, fragiliser les défenses du poumon et donc rendre possible finalement, suite à ces agressions, la pénétration des aspergillus à l'intérieur du poumon et donc donner des formes invasives. Ben, c'est un peu ça qu'on essaye de décrire parce que face à l'agression par l'aspergillus, finalement, il y a des niveaux de défense qui sont différents, avec un niveau de défense classique dit mécanique, c'est le tapis mucociliaire, très simple, hein, d'accord, et puis des défenses cellulaires qui font intervenir le macrophage alvéolaire, les polynucléaires neutrophiles et puis les monocytes. Eh bien, si on prend rien que l'exemple de la défense liée au tapis mucociliaire, eh bien, ces défenses-là, en réanimation, elles sont particulièrement altérées. La ventilation mécanique invasive est un des facteurs limitant le plus rapidement et de manière le plus forte l'efficacité du tapis mucociliaire. De la même manière, le tabac est également un facteur altérant fortement l'action de ce tapis mucociliaire. Donc, rien que cette première ligne de défense est fragilisée chez des patients qui ne sont pas forcément considérés comme immunodéprimés. Et puis, le sepsis, eh bien, vous savez qu'il y a maintenant un concept extrêmement repris qui, dans les situations de sepsis grave, de choc septique, suite à une première phase hyper-inflammatoire, entraîne par la suite une immunodépression relative liée à l'expression de cytokines anti-inflammatoires qui vont altérer plusieurs types de défense de l'immunité, à la fois les défenses innées et puis les défenses adaptatives. Et l'ensemble de cette réaction secondaire à la phase pro-inflammatoire peuvent favoriser la survenue des infections nosocomiales et donc entraîner un espèce de statut immunodéficient relatif. Et donc, c'est l'ensemble de ces altérations qui se retrouvent au cours de la réanimation, que ce soit la ventilation mécanique invasive, les antécédents de tabagisme, les prises de médicaments ou la survenue d'un sepsis et d'un choc septique qui vont favoriser la survenue d'une immunodépression relative et donc pouvoir favoriser la survenue d'une aspergillose invasive. Donc, face à tout ça, eh bien, les critères diagnostiques ont dû s'adapter à ces constatations et les premières définitions qui étaient donc basées sur un terrain d'immunodéprimés, les définitions de l'EORTC pour définir les aspergilloses prouvées ou probables, eh bien, retenez comme aspergillose prouvée évidemment l'examen anatomopathologique, donc sur des biopsies, qui est relativement rarement réalisé en réanimation, probablement pas suffisamment, et puis les aspergilloses probables qui, elles, étaient basées sur des critères de l'hôte qui toutes reprenaient un niveau d'immunodépression relativement important, associé à des critères cliniques qui en fait étaient principalement des critères scanographiques et des données microbiologiques, mycologiques, sous la forme d'examens directs positifs à Aspergillus ou indirects sous la forme d'antigènes galactomannan positifs.
Donc, ces critères mycologiques ne sont pas forcément nécessaires pour diagnostiquer l'aspergillose possible. En revanche, vous voyez que systématiquement, les critères de l'hôte liés à cette immunodépression doivent l'être. Donc ça ne permettait pas de répondre aux patients de réanimation qui pourtant développaient des formes d'aspergillose pulmonaire invasive. Et donc, sur une série ici de plus de 500 patients, hein, sa série de TACON, eh bien, on voit que 79% des patients n'étaient pas classifiés selon la classification de l'ORTC et qu'il était donc nécessaire de revoir ces critères diagnostiques, principalement parce que les critères d'hôte liés à l'immunodépression n'étaient pas retrouvés dans cette population de patients de réanimation. Donc c'est Blot hein, qui, en 2012, a publié cette nouvelle classification où il propose cette fois-ci non pas uniquement des critères d'hôte basés sur la neutropénie et l'immunodéficience, mais également la possibilité de poser le diagnostic d'aspergillose en cas d'atteinte de signes cliniques positifs, d'anomalies à l'imagerie scanographique ou radiographique de thorax, associées cette fois-ci à une culture dans le LBA aspergillose positif ou à l'examen direct sur un prélèvement profond. Et tout ça permet donc de poser un diagnostic d'aspergillose, même en dehors d'une situation d'immunodéficience classiquement nécessaire dans la classification de l'ORTC. Alors, on est donc parti de ces critères de l'hôte classique, hein, ceux de l'immunodépression, pour finalement réussir à identifier, grâce à ces nouvelles classifications, d'autres facteurs de risque qui étaient retrouvés en réanimation, tels que la BPCO, le sepsis, le SDRA, les tumeurs solides, la cirrhose ou l'utilisation sur de courtes durées de corticoïdes. Et donc, c'est ces nouveaux facteurs de risque que je vais illustrer par 2-3 études. Donc, l'aspergillose invasive chez le patient BPCO, il y a donc plusieurs facteurs qui peuvent le favoriser, tels que la dénutrition, l'utilisation d'une corticothérapie qui est fréquente chez le patient BPCO, et évidemment le tabagisme. Je vous ai parlé de cette altération du tapis mucocilien. Eh bien, les études retrouvent chez les patients BPCO qu'environ 20% des aspergilloses invasives prouvées et 40% des aspergilloses invasives possibles en réanimation étaient en lien avec un terrain de patients BPCO. Et pour ces patients BPCO, eh bien, le risque de voir survenir une aspergillose invasive était associé très fortement à la dose de corticoïdes accumulée, à l'utilisation importante d'antibiotiques, à la gravité du tableau qui les amène à être hospitalisés en réanimation. Et donc, vous pourrez me dire qu'effectivement, ce ne sont, avec ces caractères de corticoïdes utilisés, que peut-être une immunodéficience relative cachée, moins importante que celle habituellement retrouvée dans les critères de l'ORTC, mais ces définitions, il n'empêche, permettent enfin de faire surgir et de mettre à jour ces aspergilloses chez ces patients. Et c'est d'autant plus important que la mortalité, je vous en ai déjà parlé, est fortement altérée en cas de survenue d'une aspergillose invasive pulmonaire chez un patient insuffisant respiratoire chronique, d'où l'importance de poser le diagnostic de ces pathologies. En cas de cirrhose, c'est la même chose qui a été retrouvée, avec 14% des patients cirrhotiques dans une série de 84 patients en réanimation qui présentaient un diagnostic d'aspergillose pulmonaire invasive possible, donc une fréquence extrêmement élevée. Et puis également dans les atteintes hépatiques alcooliques sévères, une altération très forte et très sévère du pronostic de ces patients en cas de diagnostic de l'aspergillose invasive. Donc c'est la même chose, une incidence beaucoup plus élevée et puis associée à une altération du pronostic de ces patients. Dernière illustration importante, c'est l'aspergillose invasive au cours du SDRA, et là-dessus je vais m'attarder un petit peu plus. Il y a d'abord des études anatomopathologiques qui ont retrouvé sur des séries autopsiques de patients décédés d'un SDRA, eh bien, sur 64 autopsies, 8 aspergilloses pulmonaires invasives prouvées sur l'examen anatomopathologique. Ça fait quand même 12% de la population de ces patients en SDRA décédés. Et donc, c'est une pathologie qui a été fortement sous-estimée jusqu'à ce qu'on mette à jour ce risque important. Et ce risque a été d'autant plus mis à jour avec l'émergence des grippes graves, notamment en 2009, et de la grippe H1N1, qui a donné naissance à beaucoup de publications sur ce thème, avec
des aspergilloses pulmonaires invasives qui apparaissaient beaucoup plus fréquemment au cours de la grippe sévère hospitalisée en réanimation. Et par exemple, dans cette étude que je vous conseille de lire, parce que c'est une des plus intéressantes dans le domaine, celle de Chauve-Ligueux, qui concernait uniquement des patients donc hospitalisés en réanimation pour une grippe sévère. Ils ont classé leurs patients soit en fonction du critère de l'ORTC, soit en fonction d'une nouvelle classification qu'on décrit et que je vais vous décrire juste après. Ils retrouvaient quand même 20%, donc 19% des patients de cette cohorte qui présentaient des critères d'aspergillose pulmonaire invasive, donc bien au-dessus des 5% du groupe contrôle, hein, qui eux étaient SDRA également, mais d'origine non grippale. Donc 20% des patients avec une grippe sévère, c'est extrêmement important et leur analyse concluait à un facteur de risque multiplié par 5 en cas de grippe, de voir survenir une aspergillose pulmonaire invasive. Alors avec la description d'un aspect invasif dit trachéobronchique qui était moins mis en avant lors des autres situations d'aspergillose en réanimation, où on voyait plus des formes dites angio-invasives, telles que chez les patients immunodéprimés. Eh bien, ces formes trachéobronchiques, qui sont également donc des aspergilloses pulmonaires invasives, mais qui se concentrent principalement sur l'arbre trachéobronchique et dont vous allez pouvoir faire le diagnostic en fibroscopie bronchique, en voyant par exemple des dépôts blanchâtres ou des ulcérations qui peuvent être biopsiées et qui peuvent être donc envoyées en anatomopathologie pour prouver formellement l'existence de cette aspergillose pulmonaire invasive. Donc nous avions décrit sur une série de grippes sévères en réanimation une altération très forte du pronostic des patients quand on mettait en évidence ces formes trachéobronchiques à l'aide de la fibroscopie bronchique. Donc, quelques diapositives pour terminer sur la valeur prédictive et diagnostique des tests microbiologiques tels que l'antigène aspergillaire. Et donc, dans ces formes du patient considéré comme non immunodéprimé, je devrais dire, et pas forcément immunocompétent, puisque vous avez bien compris qu'il y a un certain degré d'immunodépression chez ces patients qui existent et qui donc favorisent probablement la survenue de ces formes invasives. Eh bien, dans cette population, il est très intéressant de voir que c'est surtout l'antigène aspergillaire dans le LBA qui va pouvoir permettre de diagnostiquer ces formes aspergillaires invasives, alors que l'antigène aspergillaire dans le sérum est lui beaucoup moins positif. Vous voyez ici dans la série de Chauve-Ligueux, 65% des patients avaient un antigène aspergillaire dans le sérum positif contre 88% dans le LBA. Et donc ces constatations ont amené donc Chauve-Ligueux à proposer également un arbre diagnostique avec des critères cliniques qui sont des critères d'infection pulmonaire classiques, des critères radiologiques qui sont ceux déjà décrits par Blot, et puis d'y ajouter donc des critères mycologiques qui sont soit sous la forme d'un examen direct positif à Aspergillus, soit une culture du LBA qui est positive, soit un galactomannan dans le LBA supérieur ou égal à 1, ou un galactomannan dans le sérum supérieur ou égal à 0,5. Et donc, vraiment, ce qui change de manière importante, c'est l'introduction de ce galactomannan comme critère diagnostique dans le LBA, et d'où l'importance de pouvoir réaliser, quand on a fait un LBA chez ces patients, un dosage de galactomannan dans le produit qu'on a récupéré. Donc ça, c'est une publication beaucoup plus récente de cette année qui revoit l'ensemble des critères diagnostiques par un groupe d'experts qui a été publié, donc Intensive Care Medicine, et qui revoyait donc les critères diagnostiques d'aspergillose trachéobronchique et des aspergilloses pulmonaires invasives associées à la grippe, et dans lequel donc il est retenu, vous voyez, à chaque fois ce critère de galactomannan positif dans le LBA. Alors, je termine par ces diapositives sur l'aspergillose pulmonaire invasive associée à la Covid. Donc, je
ce tableau est issu de la même publication que celle qui reprenait les critères diagnostiques dans l'aspergillose pulmonaire invasive associée à la grippe, et donc parce qu'il y a un parallèle très fort qui semble apparaître entre les aspergilloses pulmonaires invasives de la grippe et du Covid, avec de la même manière une importance diagnostique du galactomannan dans le LBA, avec un cutoff qui n'est pas encore bien établi dans les aspergilloses pulmonaires associées à la Covid, mais qui est retenu supérieur ou égal à 1 dans la grippe. Un arbre décisionnel qui a également été publié dans la publication d'Intensive Care Medicine, qui permet chez le patient hospitalisé en réanimation positif pour la grippe, et bien d'avancer dans le diagnostic probable ou prouvé ou l'absence de diagnostic d'aspergillose pulmonaire, basé à la fois sur l'aspect fibroscopique du patient, le galactomannan dans le LBA et dans le sérum, et bien sûr les critères cliniques et radiologiques associés à l'aspergillose de manière classique. Cette diapo, je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on a déjà perdu pas mal de temps avec mon problème technique, mais vous verrez, résume les valeurs prédictives des différents marqueurs tels que le galactomannan et le bêta-déglucane dans les deux populations non neutropéniques ou neutropéniques, même si vous voyez que les informations sont très peu présentes pour les populations purement neutropéniques. On est surtout dans des populations mixtes. Et puis, dernier facteur de risque beaucoup moins fréquent, mais qui est celui associé au traitement utilisé, celui par exemple de ce cas qu'on avait rapporté, mais il y en a bien d'autres, hein, là c'est juste pour nous mettre en avant, mais sur l'ibrutinib utilisé et qui est associé à un facteur de risque important de survenue d'aspergillose invasive, mais cérébrale, hein, et donc de ne pas oublier que l'aspergillose, ce n'est pas que le poumon, il peut y avoir des diffusions hématogènes ou de proximité, hein, sur les sinus au niveau cérébral. Donc en conclusion, l'immunodépression est donc le facteur de risque dit classique de l'aspergillose pulmonaire invasive, mais vous voyez que depuis des années maintenant, l'évolution des critères diagnostiques a permis de reconnaître que, en dehors de l'immunodépression classique, il existait en réanimation des situations d'immunodépression relative associées au SDRA, à la grippe, au Covid, chez le patient BPCO, le choc septique, les défaillances d'organes, le patient cirrhotique également, ou présentant des tumeurs solides. Donc c'est l'ensemble de ces populations qui doivent faire l'objet d'un intérêt plus particulier pour poser les diagnostics d'aspergillose pulmonaire invasive avec les critères qui lui sont propres. Et voilà, je m'arrêterai là. Je suis désolé d'avoir altéré le cours de ce webinaire avec mon problème technique. Vous êtes toujours là? J'espère. Oui. Donc, merci beaucoup, professeur Mézel. Il y a des questions par rapport à cette actualisation sur les nouveaux facteurs de risque. Première chose est d'actualité chez les patients Covid ou grippe. Quel suivi proposer? Est-ce qu'il faut recommander de faire un LBA s'il y a une aggravation ou faudrait-il faire un suivi biologique systématique? Alors, pour le moment, les recommandations ne sont pas encore suffisantes pour pouvoir décrire disons, une seule et bonne manière de faire. Les publications, pour le moment, en sont au stade de séries de cas et de quelques études qui commencent à sortir sur des effectifs un peu plus importants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un diagnostic qui se rapproche très fortement du diagnostic au cours de la grippe. Et donc, ce que l'on pratique, c'est une surveillance à partir du 7e jour chez le patient hospitalisé en réanimation, avec la réalisation de dosage à la fois sérique et à chaque fois qu'un LBA est réalisé. En revanche, il ne semble pas raisonnable de réaliser de manière systématique des LBA chez ces patients pour monitorer le dosage de l'antigène aspergillaire dans ce LBA. Je pense que le leitmotiv, c'est de garder en tête la possibilité de voir survenir une aspergillose pulmonaire invasive chez ces patients, de poursuivre la surveillance sur le plan sérique, même si elle permet de ramener moins de diagnostics. Et à chaque fois qu'on réalisera un LBA, faire attention aux constatations macroscopiques au cours du LBA, si on voit des dépôts blanchâtres, si on voit des choses qu'on peut biopsier,
et réaliser un dosage du galactomanane dans le produit du LBA. Autre question, quelle est la place de la PCR aspergillaire dans le diagnostic des infections fongiques invasives et parallèlement, que pensez-vous d'introduire dans les critères diagnostiques la PCR dans le LBA? Alors oui, les critères diagnostiques commencent à faire rentrer la PCR aspergillose dans l'arbre diagnostique. Si votre hôpital vous permet de réaliser de manière systématique sur vos produits de LBA cette PCR, eh bien, tant mieux pour vous et je vous encourage à la demander si c'est possible. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas partout, mais ça fait partie de la même manière que le LBA, le galactomanane dans le LBA, des critères diagnostiques possibles. Oui. Merci. Question suivante. Y a-t-il une place pour le dosage du galactomanane sérique en hématologie, étant donné la prophylaxie et les nombreux faux positifs, notamment chez les patients sous tazocilline? Alors, les nombreux faux positifs, ils ne sont pas non plus si nombreux que ça, et notamment avec la tazocilline. Les formes se sont améliorées et donc les interactions sont tout de même moins fréquentes qu'auparavant. Maintenant, effectivement, chez le patient d'hématologie, donc immunodéprimé, là, le terrain et surtout l'utilisation en prophylaxie de traitements azolés rend effectivement la surveillance beaucoup moins rentable. Il n'empêche qu'il est toujours recommandé de poursuivre cette surveillance. Donc oui, je pense qu'il faut continuer à la poursuivre, mais garder en tête qu'effectivement, une prophylaxie azolée modifie la valeur diagnostique de cet antigène. Merci beaucoup. On pose la question de est-ce qu'il y a une corrélation entre la sévérité de la COVID et la survenue des infections fongiques invasives? Alors oui, il y en a une de manière indirecte, mais pas clairement prouvée sur les quelques séries, mais c'est clairement les patients qui se retrouvent avec le plus de défaillance d'organes, qui se retrouvent intubés, qui sont les plus à risque de voir survenir les aspergilloses. Mais je dirais que ça, c'est même en dehors de la COVID, hein. Et puis, la question qui se pose actuellement, et plusieurs équipes y travaillent, c'est l'utilisation de la dexaméthasone chez ces patients. On a tous à l'heure actuelle l'impression d'avoir des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique et des complications infectieuses secondaires beaucoup plus importantes que lors de la première vague. Pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment étayé pour pouvoir le certifier, mais l'aspergillose pulmonaire invasive, qu'est-ce qui va en devenir? Eh bien, on va attendre un peu les analyses de cette deuxième vague pour pouvoir en avoir un peu plus le cœur net. Merci. Chez les non-immunodéprimés, le galactomanane est-il plus performant que le bêta-D-glucane? Alors clairement, pour le patient non immunodéprimé, c'est effectivement plutôt le galactomanane qu'il faut privilégier, voire la PCR aspergillaire, on en a parlé tout à l'heure. Il y a plus de faux positifs quand même avec le bêta-D-glucane. Le bêta-D-glucane dans le sérum, eh bien, on va être confronté aux mêmes limites qu'avec le galactomanane dans le sérum chez le patient non immunodéprimés, c'est-à-dire avec des formes angio-invasives beaucoup moins fréquentes et donc une positivité dans le sérum beaucoup moins fréquente également. Le bêta-D-glucane, il peut être dosé également dans le LBA. Hein. Tiens, je suis en train de me reconnecter sur l'autre ordinateur. Donc si ça fait écho, attendez, moi je suis en double, voilà. Attendez, je vais essayer de mettre des lunettes 3D. Ouais, non mais bon, ouais, le bêta-D-glucane, on peut également le doser dans le LBA. Il y a pas, enfin c'est tout à fait possible, mais s'il y en a un à privilégier, c'est clairement le galactomanane. Faudrait-il introduire en réa une prophylaxie anti-aspergillus de manière systématique chez les patients qui ont plusieurs facteurs de risque? Ouais, eh ben ça, il y a beaucoup d'études qui essayent de s'attacher à cette question et notamment dans la grippe, nos collègues belges ont débuté un protocole sur l'utilisation notamment d'une prophylaxie antifongique par aérosol chez les patients grippe. Eh ben, on n'en a pas les résultats pour l'instant et donc pour le moment, j'ai pas la réponse à cette question, mais c'est effectivement, ça pourrait paraître intéressant. Ouais.
Donc, à suivre. Oui. On vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous faire cette actualisation. On va passer au topo suivant. Et puis, en cas de problème technique, peut-être qu'on pourra poser les quelques questions qui restent. Ouais, ça marche. Merci à tous. Donc, maintenant, docteur Étienne Langlinet, qui travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans le service des maladies du sang, va nous parler des 3 nouveaux médicaments d'hématologie que les réanimateurs doivent absolument connaître. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui, là c'est bon. Ça marche. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation. Je les remercie moins pour le titre du topo parce que ça m'a fait me creuser la tête de savoir comment faire quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai supprimé le mot 3 parce que je vais parler globalement des médicaments d'hématologie que les réanimateurs doivent connaître pour essayer que ça puisse intéresser quand même un maximum de gens. Donc, j'ai pensé que pour que ça soit intéressant, il fallait se poser la question de savoir pourquoi c'était important finalement pour un réanimateur de connaître les médicaments d'hématologie. J'ai trouvé 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de médicaments qu'il faut savoir utiliser parce qu'ils sont prescrits en réanimation et que notamment les médicaments de chimiothérapie ne sont pas des médicaments comme les autres, même s'ils sont prescrits par les hématologues. Il y a un certain nombre de modalités pratiques d'utilisation. Certains traitements qui sont à faire en urgence peuvent justifier, en tout cas, d'avoir un certain nombre de connaissances. Donc, on va rapidement balayer ce champ-là. Le deuxième point, c'est que, et c'est peut-être le plus difficile, mais le plus intéressant, c'est que des médicaments récemment ont changé le parcours de soins des patients, soit parce qu'ils ont modifié le pronostic, on a parlé un petit peu des CAR-T-cells, des inhibiteurs de checkpoint plutôt dans le monde oncologique, soit parce qu'ils ont modifié des stratégies ou des plans thérapeutiques plus globalement qui peut avoir une influence sur notamment les discussions d'intensité de soins et d'admission en réanimation. Et enfin, c'est important de connaître les médicaments d'hématologie parce que certains ont des toxicités exceptionnelles. Quand je dis exceptionnelles, ça veut dire inhabituelles, qui peuvent être des toxicités induisant des défaillances vitales pour lesquelles le réanimateur sera appelé et auquel il sera confronté au point de vue diagnostique, mais aussi thérapeutique, qui peuvent être des toxicités infectieuses ou non infectieuses. Donc, pour introduire le sujet, la réanimation, elle survient à la rencontre d'une agression et d'une fragilité, les deux étant généralement inversement corrélés, avec une spécificité extraordinaire de la réanimation des patients d'hématologie en général, qui sont doubles. D'une part, il y a contrairement à la réanimation dans d'autres contextes, il y a une multiplicité des sources d'agression et vous voyez d'emblée que le médicament, ça peut être une source soit d'agression, soit parce qu'il est directement responsable d'une toxicité ou par son effet sur le cancer, dans le cadre d'un syndrome de Lille, d'un syndrome de différenciation. On a parlé des lymphocytes et des microbes dans les deux topos précédents. Et la deuxième spécificité très importante à avoir en tête, notamment pour les non-hématologues, c'est que la réanimation des patients d'hématologie, c'est un élément dans un parcours de soins. C'est-à-dire que les patients, ils ont des soins avant la réanimation, ils auront généralement des soins après s'ils sortent vivants, mais ce n'est pas un événement unique de santé et la réanimation doit toujours être envisagée comme un élément dans un parcours de soins et c'est particulièrement important pour réfléchir, notamment quand un hématologue va vous dire que le pronostic d'une maladie a changé grâce au nouveau traitement qui vient de lui prescrire. Donc, le panorama global des hémopathies en réanimation, c'est-à-dire la traduction du schéma un peu théorique de la diapositive précédente, hein, c'est vu de haut,
à peu près en réanimation, un peu moins d'un tiers de leucémie aiguë, un peu moins d'un tiers de lymphome agressif, 15% de myélome, avec des vignettes cliniques qui sont extrêmement hétérogènes, des motifs d'hospitalisation qui sont principalement des insuffisances respiratoires. Et vous voyez que dans toutes les cases, on peut incriminer parfois du médicament. Donc, quel médicament il faut il faut connaître? Alors, pour répondre à cette question, j'ai fait un peu le plus bête, c'est-à-dire que j'ai téléchargé du logiciel chimiothérapie de l'hôpital Saint-Louis toutes les chimiothérapies qui avaient été livrées en réanimation sur une période de 10 ans. Et puis, j'ai regardé un peu quels étaient les produits qui étaient livrés. Alors là, vous voyez que ce n'est pas tellement les nouveaux médicaments, ce n'est pas les 3 nouveaux médicaments, mais c'est des médicaments extrêmement habituels. Alors, je les ai regroupés par classe. Il y avait plus d'un millier de protocoles de chimio. Mais globalement, c'est essentiellement des inductions de leucémie aiguë avec une combinaison d'anthracycline et d'aracitine fait pour des patients qui arrivent nouvellement diagnostiqués en réanimation, des chimiothérapies de lymphome agressif, également dans des contextes souvent de maladies inaugurales, et pas mal d'étoposibles qui sont faits plutôt dans des contextes de syndrome d'activation macrophagique. Donc finalement, il n'y a pas tellement de traitements, il y a un nombre de traitements assez limité dont il est de bon ton quand on prend en charge, y compris en tant que réanimateur, des patients d'hématologie, d'en connaître les éventuelles toxicités et les modalités d'administration. Donc pour revue et pour clore ce chapitre un peu peut-être désuet, mais quand même important sur les chimiothérapies classiques, il faut connaître quand on est confronté à des patients qui viennent d'en recevoir ou qui vont en recevoir, c'est qu'il y a certaines généralités à ne pas oublier que la chimiothérapie se prépare généralement sous hotte, avec des gants. Il faut bien le dire aux infirmières qui n'ont pas l'habitude. Il y a parfois des recommandations pour éliminer les urines et les selles, des recommandations de dilution, de protection de la lumière. Enfin, tout ça semble enfoncer des portes ouvertes pour un hématologue, mais parfois sont quand même importantes. Après, il y a des traitements qui ne sont pas forcément non plus des traitements nouveaux, mais qui sont des traitements spécifiques d'urgence que vous pouvez être amené à utiliser dans des contextes de réanimation de patients d'hématologique inaugurale, voire éventuellement pendant une garde. Les hémopathies lymphoïdes, généralement, vous pouvez vous en sortir avec une corticothérapie s'il y a une complication spécifique de la maladie. Pour des hémopathies myéloïdes, il y a au moins 2 traitements qu'il faut savoir utiliser dans des contextes d'urgence. Le premier, c'est l'hydréa dans les contextes de leucémie aiguë myéloïde hyperleucocytaire qui sont exposés à un risque important de défaillance vitale autour du moment du diagnostic. À peu près 30% des patients vont décéder dans les 4 jours s'ils ont plus de 200 000 leucocytes dans leur numération au diagnostic. Donc, il faut savoir agir sur la leucémie immédiatement avec un certain nombre de données rétrospectives qui retrouvent un bénéfice à l'utilisation de ce type de médicaments. Et puis, l'urgence hématologique, par définition, c'est la leucémie aiguë promyélocitaire avec une coagulopathie généralement sévère cliniquement au moment du diagnostic, une mortalité hémorragique qui est loin d'être négligeable et qui est encore assez importante aujourd'hui. Il faut, devant toute suspicion de leucémie aiguë promyélocitaire, introduire un traitement par vésanoïde. Donc, c'est des gélules molles et grasses qui sont sous une seule forme de dosage, c'est 10 mg. Le dosage, c'est 45 mg par mètre carré par jour à donner en 2 prises. Si le patient ne peut pas avaler, vous pouvez les diluer dans du lait tiède, il faut le savoir aussi, mais c'est le seul traitement qui permet de corriger le plus rapidement la coagulopathie. Il faut absolument le connaître. S'il n'y en avait peut-être qu'un seul, finalement, traitement d'hématologie à connaître, ce serait le vésanoïde. Il faut savoir s'il y en a dans votre hôpital et le connaître. Donc, l'hydréa, c'est pareil, il faut connaître la dose. C'est plutôt une forte dose qu'il faut prescrire, 75 mg par kilo par jour en 2 à 3 prises. Bon, on va quitter le monde du passé et
je vais vous parler des médicaments qui ont changé le parcours de soins. Alors, impossible d'en identifier 3. Je vais plutôt parler de concepts un peu plus généraux et comment certaines maladies ont vu leur pronostic changer, comment certaines maladies ont vu leur stratégie thérapeutique changer et les éventuelles implications sur la décision d'intensité des soins ou de passage par des suppléances vitales si besoin. Donc ça c'est une diapositive que je rappelle souvent, mais c'est vraiment extrêmement important quand on traite un patient atteint de cancer, que ce soit un cancer solide ou un cancer hématologique, d'avoir une vision claire et précise de l'objectif oncologique. Les traitements ne sont pas toujours donnés dans les mêmes contextes et avec les mêmes finalités. Mais pour pouvoir prendre des décisions, notamment d'admission en réanimation, il faut savoir dans quel contexte et il est donné avec une définition, si possible, loyale et réaliste entre le patient, l'hématologue et éventuellement les proches et le réanimateur. Ça paraît logique. Alors, je dis ça parce qu'il y a en fait une flopée de littérature qui montre que les patients surestiment beaucoup leurs chances de survie, qui montre qu'il y a une différence d'évaluation de pronostic entre les médecins et leurs patients et que quand on interroge les patients sur leurs préférences éventuelles sur l'entreprise de suppléance vitale, c'est essentiellement lié au pronostic fantasmé de leur maladie. C'est-à-dire qu'ils vont accepter qu'on fasse de la réanimation s'ils pensent qu'ils sont plutôt dans un projet curatif. Un projet curatif, l'objectif, c'est la guérison. La réanimation, elle intervient dans le parcours de soins. On va voir comment ça peut changer les choses dans le traitement d'une leucémie aiguë. Les enjeux, c'est d'accepter éventuellement une toxicité importante et éventuellement de la réanimation en utilisant parfois des traitements à risque vital. L'archétype, c'est la leucémie aiguë. Dans d'autres contextes, le traitement peut être qualifié de palliatif actif. Ça veut dire que la maladie, elle ne va pas guérir, mais par contre, le traitement peut allonger la durée de vie avec éventuellement un parcours émaillé de complications aiguës pour lequel il faut savoir, d'une part, évaluer le bénéfice en termes de qualité de vie et surtout l'impact d'une admission en réanimation sur l'objectif oncologique et la poursuite éventuelle du traitement. C'est-à-dire que la plupart des traitements dont on va parler dans deux diapos sont des traitements qui ont montré qu'ils amélioraient la durée de survie sans progression ou la durée de survie globale. Mais il faut bien se dire que bien souvent, la réanimation et les suppléances vitales vont interrompre la séquence thérapeutique et vont faire passer, en cas de survie à la réanimation, d'un projet plutôt de palliatif actif à un projet de palliatif terminal où les traitements ne sont donnés ni pour augmenter la quantité de vie ni la durée de vie, mais plutôt pour traiter des symptômes. Et généralement, à ce stade-là, la réanimation ne doit pas intervenir puisqu'elle fait obstacle au maintien de la qualité de fin de vie. Je me suis un petit peu attardé sur cette diapositive, mais je pense que c'est la plus importante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements, des traitements qui ont une efficacité certaine, mais qui peuvent souvent ne plus être administrés chez des patients qui sortent de réanimation avec un état général assez dégradé. Donc l'amélioration du pronostic des patients d'oncologie, ça, tout le monde en a entendu parler. Hein. Quasiment tous les cancers ont vu leur pronostic s'améliorer pour différentes raisons. Alors le contexte, là j'ai pris l'exemple deux exemples, l'exemple du myélome et l'exemple de la leucémie aiguë, pour vous montrer vraiment les deux archétypes du palliatif actif et du traitement curatif. Donc dans le myélome, une des innovations thérapeutiques énormes depuis même récemment, hein, avec des nouvelles classes de médicaments, des médicaments qui ciblent le protéasome, des médicaments qui ciblent l'antigène CD38, des médicaments qui agissent comme des immunomodulateurs, avec plusieurs médicaments dans chaque classe et qui ont complètement changé l'algorithme de traitement d'un myélome. Bien sûr, ce schéma
je bouge quasiment tous les jours. Toutes les études d'enregistrement de tous ces médicaments montrent quasiment toujours un bénéfice en termes de survie sans progression qui est généralement de quelques mois, donc qui peut paraître parfois faible, mais avec parfois des bénéfices en survie globale, ce qui a modifié le parcours de soins des myélomes, hein, qui étaient des patients qui, avant les années 2000, décédaient assez rapidement. Maintenant, il y a la moitié des patients atteints de myélome hein, qui sont survivants à 5 ans, avec un bénéfice dans toutes les tranches d'âge, même les patients les plus âgés, ce qui peut finalement faire réfléchir aux bénéfices de traiter de façon intensive des complications vitales. Néanmoins, les patients, bien que vivants, doivent recevoir des traitements pendant toute leur vie oncologique, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur vie, et une défaillance vitale généralement interrompt la séquence de traitement et fait passer le traitement dans un contexte de soins palliatifs. Et bien que ces médicaments soient très efficaces, bien que ces médicaments aient changé le parcours de soins, je ne suis pas certain aujourd'hui que le réanimateur doit prendre en considération ces avancées pour réfléchir aux admissions, non-admissions des patients. En effet, hein, la plupart des nouveaux traitements, alors ça c'est ce qu'on voit quasiment tous les jours. Hein. Par exemple, les traitements ciblés moléculaires, hein, ça bénéficie un peu à une majorité des patients, mais finalement, les patients, quasiment tous, vont finir par échapper. L'immunothérapie, ça peut améliorer la vie significativement d'une petite proportion des gens, mais avec des patients qui sont guéris. Ça pose clairement la question des données scientifiques qu'on a sur l'efficacité de ces traitements. On m'avait demandé de sélectionner 3 traitements révolutionnaires. J'avoue que j'en ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que finalement, on est beaucoup en manque de données. On parlait tout à l'heure de tocilizumab dans le CRS, mais dans le fond, on a souvent dans ces études d'enregistrement des résultats intermédiaires avec parfois des comparateurs quand ils ont été comparés qui n'étaient pas pertinents au moment où le traitement est utilisé. Les critères de jugement sont souvent des critères de jugement intermédiaires. La quantité d'effets est assez difficile à évaluer, et ce qui fait que c'est souvent beaucoup plus facile longtemps après de déterminer qu'un traitement a vraiment bouleversé le pronostic des malades. Donc, un autre exemple, l'exemple des leucémies aiguës myéloïdes. Donc, les leucémies aiguës myéloïdes, c'était pas très compliqué jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein. On avait un espèce d'algorithme de traitement à 2 dimensions qui prenait en compte d'une part l'âge et la fragilité des patients et d'autre part la chimiosensibilité de la maladie qui était prédite par la génétique de la maladie oncologique. Et donc, les patients les plus jeunes avec une chimiosensibilité prédite la plus élevée, on leur proposait une chimiothérapie intensive, c'est-à-dire un projet clairement curatif dont on ne discutait pas tellement en première ligne de faire de la prise en charge de défaillance vitale en réanimation si besoin. Et puis l'autre possibilité thérapeutique pour les patients soit les plus fragiles et les plus âgés, soit les patients avec une maladie dont la chimiosensibilité faisait considérer que le rapport bénéfice-risque de faire un traitement intensif n'était pas en faveur, était plutôt orienté vers des agents déméthylants comme le Vidaza ou la racétine à faible dose. Alors en effet, hein, on a montré hein, que, enfin pas nous, hein, là c'est l'étude de Chelongowski, l'équipe de Vienne, qui a montré hein, que les patients qui passaient en réanimation pour une complication inaugurale de leur leucémie aiguë myéloïde et qui sortaient vivants de la réanimation avaient le même devenir que les patients qui étaient en rémission sans jamais passer en réanimation, ce qui est un résultat extrêmement important parce que ça suggère clairement le fait qu'il n'y a pas d'impact délétère sur l'histoire de la maladie d'avoir eu la réanimation d'une de ces complications inaugurales. On avait même donné à Saint-Louis sur la cohorte de Saint-Louis en regardant
la prise en charge de différentes défaillances. On ne voit pas les patients qui obtiennent une rémission complète à l'issue de la réanimation d'une LAM ont le même devenir que les patients qui n'ont jamais eu de suppléance vitale, ce qui est aussi très rassurant pour penser la réanimation dans un parcours de soins curatif. Alors, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, finalement, on a des nouveaux traitements qui arrivent dans les leucémies aiguës myéloïdes. Un médicament qu'on utilise de plus en plus largement, le venetoclax, avec un essai publié dans le New England cet été, clairement une nette amélioration de la survie globale de patients qui n'étaient pas considérés comme éligibles pour avoir une chimiothérapie intensive, soit du fait de leur leucémie, soit du fait de leur âge. Vous voyez des patients dont certains ont été allogreffés, c'est-à-dire qui auraient été plutôt dans un groupe de chimiothérapie intensive, avec peut-être même un plateau. À l'inverse, des patients considérés comme éligibles pour une chimiothérapie intensive, mais avec des leucémies très chimio-résistantes, ont bénéficié, en tout cas dans cette étude, d'un nouveau traitement qui est de la chimiothérapie administrée par voie liposomale, qui s'appelle Vyxeos ou CPX351, donc des patients âgés avec un fort risque de la chimiothérapie intensive, des leucémies pas très chimiosensibles, comparé à une chimiothérapie intensive avec clairement un plateau plus élevé, plus de patients guéris, plus de patients, à peu près 15% de plus de patients greffés, ce qui correspond à clairement une population pour lequel on aurait été plutôt dans des projets assez palliatifs antérieurement. Donc les parcours de soins se complexifient. Aujourd'hui, on est un peu en face de tout ça. C'est pas toujours clair l'objectif oncologique au moment où on débute un traitement. C'est des choses qui doivent être réévaluées, mais aussi entre hématologue et réanimateur le jour où il y a une complication du traitement qui survient. Troisième partie de cet exposé, des nouvelles toxicités. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les topos précédents, mais bon, bien évidemment, c'est important de connaître les nouveaux traitements parce que vous, réanimateurs, vous allez être confrontés à toutes ces nouvelles toxicités qui peuvent prendre la forme de nouveaux syndromes. Alors, on a parlé de CRS, de toxicité neurologique, mais d'autres traitements ont d'autres toxicités, des toxicités hépatiques avec certains anticorps monoclonaux et des syndromes d'obstruction sinusoïdale. Il y a beaucoup d'inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont des effets off-target sur la voie du VEGF avec une toxicité cardiovasculaire qui peut être très aiguë et sévère. Des cardiopathies rythmiques sous ibrutinib. Il y a une incidence très nette de survenue de fibrillation oculaire qui peuvent parfois être associées à un choc cardiogénique chez les patients qui sont mis sous ibrutinib, de la toxicité pulmonaire, de la toxicité sur la coagulation, également sous ibrutinib, et ces différentes tableaux cliniques doivent être connus parce que la prise en charge, ça a été dit, est parfois spécifique. Alors, je redis, alors c'est ce qu'avait dit Élie lors du premier topo, attention à l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce que il y a tous ces syndromes nouveaux et très rigolos que il faut pas oublier sa médecine et que avant tout un patient d'hématologie en apalasie choquée, c'est un sepsis jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma première diapo, mais il y avait marqué sepsis dans à peu près toutes les cases. Et donc, il faut vraiment se garder l'esprit extrêmement ouvert quand on traite des patients, y compris traités par des nouveaux traitements d'hématologie. Donc ça, c'était pour illustrer la fibrillation atriale. La CRS et neurotox, je passe parce que ça a été largement développé. Un mot sur les nouvelles infections. C'est vrai qu'on avait classiquement, c'était assez simple, les patients avec des LAM, ils faisaient des aspergilloses, les patients avec des myélomes, ils faisaient des bactéries encapsulées et les patients avec des lymphomes T du VIH, ils faisaient du déficit cellulaire. Maintenant, certains traitements modifient clairement les patterns d'immunodépression.
l'ibrutinib qui est de plus en plus largement utilisé. Hein, je vous rappelle qu'il a une AMM maintenant en première ligne dans les LLC avec anomalie de P53 ou délétion 17P et vraiment bientôt une AMM en première ligne tout venant. Donc ça va devenir le traitement de référence en première ligne de la LLC avec beaucoup probablement de patients qui vont en prendre. L'incidence des aspergilloses qui surviennent chez ibrutinib, elle est impossible à déterminer avec les données qui sont dans la littérature aujourd'hui, puisque ce sont des cas, enfin des séries de cas qui sont rapportés. Les facteurs de risque sont pas très clairs. En tout cas, c'est clairement pas les facteurs de risque classiques. La médiane de survenue, c'est 2 mois après le début de l'ibrutinib et 50% de localisation cérébrale, ce qui est extrêmement atypique pour des patients qui ont des LLC qui n'avaient clairement pas d'autres facteurs de risque d'aspergillose, avec une mortalité importante. Il n'y a pas que l'ibrutinib. Il y a, alors l'idéalisib est de moins en moins utilisé, mais le ruxo plutôt plus. On a vu des LEMP sous ruxo, des réactivations BK. En tout cas, méfiez-vous. Quand on ne comprend pas, ça peut toujours être un microbe et il faut savoir décloisonner un petit peu ces profils d'immunodépression pour pouvoir réfléchir aux nouvelles infections. Voilà, donc j'ai terminé. Donc pourquoi c'est important de connaître des nouveaux traitements? Parce que on vous les utiliser, vous allez les utiliser, vous allez gérer ces complications. Il faut connaître certains traitements d'urgence parce que quand vous serez de garde, l'hématologue sera au téléphone ou pas forcément disponible. Il y a des traitements d'urgence spécifiques hématologiques à connaître, notamment le Vezanoïde. Les nouveaux médicaments, ils ont certainement une influence sur les stratégies de soins et sur le pronostic des patients, mais attention à ne pas surévaluer leur importance dans les décisions qui vont être prises de limitation thérapeutique ou à l'inverse de réanimation. Et puis, il faut connaître les médicaments pour leur toxicité exceptionnelle qu'on découvre généralement ensemble, main dans la main, hématologue et réanimateur, et qui nous promet encore bien des surprises. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à quelques questions. Merci beaucoup, Étienne. C'était très intéressant. C'est vrai que c'était un défi, je pense, de faire ce topo, mais tu l'as fait avec brio. Et déjà, il y avait une première question. Est-ce qu'on a une explication sur l'histoire du lait tiède et du Vezanoïde? C'est vrai que je me suis toujours posé aussi cette question. En fait, le Vezanoïde, c'est de l'huile. C'est de la vitamine A, c'est très lipidophile, donc ça permet simplement de diluer si tu mets dans l'eau, ça fait des bulles de graisse, quoi. D'accord. Donc c'est tout simplement pour que ça se mélange, quoi. Okay. Peut-être avec un mixeur, ça marcherait aussi, mais c'est plus facile de trouver. C'est une question qu'on a de façon un peu régulière. J'ai des patients qui sont dans des réanimations ailleurs où on dit on peut pas lui donner. Donc c'est quand même à savoir, c'est un traitement il faut vraiment que toutes les chances soient du côté de ces patients-là. Hein. Le pronostic d'une LAM3 aujourd'hui, c'est 100% de guérison quand ils n'ont pas saigné au diagnostic. Hein. Donc faut pas rater ces patients. Ok, il y a une deuxième question. Tu parlais des nouveaux traitements avec les infections, nouveaux risques infectieux. Pour le vénétoclax, est-ce qu'il y a un profil particulier, vu que c'est un médicament qui va être de plus en plus utilisé? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors le vénétoclax, ce qui est très compliqué, c'est que j'ai l'impression que c'est en train de devenir un médicament un peu ubiquitaire. Hein. Donc les premières AMM ont été utilisées dans la LLC avec clairement un surrisque d'infectieux plutôt d'infection bactérienne. Maintenant, il y a une AMM très récente dans la LAM. Et ce qu'on voit, nous, mais c'est pas très bien décrit, c'est quand même beaucoup d'infections fongiques, c'est-à-dire que ça doit majorer beaucoup probablement le risque d'infection notamment fongique. Et dans le futur très proche, il va y avoir une AMM aussi dans le myélome. Hein. Il y a une étude qui s'est révélée être positive dans le myélome, mais avec une étude qui a été difficile à conduire parce qu'elle a été notamment arrêtée transitoirement pour des questions de risque infectieux. Donc
il y a toujours dans ces études plein de facteurs confondants. Hein. Les patients sont souvent neutropéniques, prolongés, etc. Mais c'est pas bien décrit et je pense que ça va être à nous de le décrire. Ouais. C'est une bonne question pour l'avenir. Il y a une autre question. Quelle est la place de la leucophérèse pour les LAM hyperleucocytaires? Il y en a pas. Non, il y a une grande. Il y a pas d'essai randomisé qui a été conduit, mais par contre, on a fait un effort de collaboration internationale avec notamment pas mal de centres aux États-Unis et partout en Europe, où on a chacun donné notre série rétrospective de LAM hyperleucocytaires, certains centres utilisant de la leucophérèse. Donc c'est une agrégation de données individuelles et en analyse multivariée, il n'y a pas d'effet de la leucophérèse. Donc je crois que ça règle quand même un peu le problème. Il y avait pas mal de séries rétrospectives qui ne montraient pas de bénéfices. Donc progressivement, c'est quand même abandonné à peu près partout. Hein. Ok, parfait. Merci beaucoup Étienne. Donc ceci conclut notre webinaire de réanimation. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez nous envoyer des commentaires et des propositions pour les prochains. Et donc je tenais à remercier donc les trois orateurs qui ont fait le plaisir de venir aujourd'hui avec le professeur Azoulay, le professeur Ménel et le docteur Langlinet. Et donc je remercie une dernière fois le partenaire de ce webinaire qui est Gilead. Et je vous rappelle que vous avez le site de l'AIH, vous pouvez retrouver les différents topos, également les vidéos d'enregistrement de ces webinaires, et vous pouvez également les retrouver sur la chaîne YouTube de l'AIH qui est présentée ici en bas. Et je vous invite au prochain webinaire, où j'espère vous serez tous à l'heure le 6 janvier. Et donc on parlera d'hémostase avec le docteur Frère, le docteur Fléjac et le docteur Crichy. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.